Troisième partie, mon aventure à terre. Chapitre 13. Début de mon aventure à terre. Lorsque je montais sur le pont le lendemain matin, l'île m'apparut sous un aspect tout nouveau. Bien que le vent fût complètement tombé, nous avions fait beaucoup de chemin pendant la nuit. À présent, nous nous trouvions encalminés à un demi-mille environ au sud-ouest de la côte orientale qui était fort basse. Des bois de couleur grisâtre couvraient la plus grande partie de l'île. Cette teinte uniforme était à vrai dire interrompue çà et là par des bandes de sable jaune dans les basses terres et par des arbres de haute futaie, de la famille des pins, qui dominaient les autres soit isolément, soit en bouquet. Mais la couleur générale paraissait monotone et triste. Les collines érigeaient au-dessus de cette végétation leurs flèches de roc dénudées. Elles avaient toutes une forme étrange, et la longue-vue, plus haute que les autres de 300 ou 400 pieds, était aussi la plus bizarre par sa configuration. Elle montait à pic presque sur tous les côtés, puis se terminait brusquement par une sorte de piédestal qui semblait attendre une statue. L'Hispaniola roulait, d'aloes noyés, dans la houle de l'océan. Les bouts dehors tiraient sur les poulies, la barre battait à droite et à gauche. Tout le navire craquait, gémissait et sursautait comme une fabrique. J'étais contraint de me cramponner au galopant et tout tournait vertigineusement devant mes yeux. Car j'avais beau être assez bon marin quand nous faisions voile, je n'avais jamais pu supporter d'être ballotté ainsi sur place comme une bouteille vide, sans ressentir quelque nausée, surtout le matin l'estomac vide. Que ce fût en raison de mon malaise ou bien à cause de l'aspect de l'île avec ses bois mélancoliques et grisâtres, ces flèches de roc désolées, le ressac que je pouvais à la fois voir écumer et entendre mugir sur la grève abrupte, toujours est-il que malgré le chaud soleil éclatant, malgré les oiseaux qui pêchaient et criaient autour de nous, malgré la présence proche de la terre où j'aurais dû être heureux de me rendre après un si long voyage en mer, je sentis mon cœur se serrer. Et dès ce premier coup d'œil, je pris en horreur l'idée même de l'île au trésor. Nous avions une pénible matinée de travail en perspective, car il n'y avait pas la moindre brise. Il fallait donc mettre les canots à la mer, puis haler la goélette sur 3 ou 4 milles pour contourner la pointe de l'île et remonter l'étroit chenal qui menait au Havre derrière l'îlot du Squelette. Je m'embarquai comme volontaire à bord d'un de ces canots où je n'avais naturellement rien à faire. Il régnait une chaleur étouffante et les hommes pestaient furieusement contre leur besogne. Anderson, qui commandait l'embarcation, protestait plus fort que ses matelots au lieu d'essayer de les calmer. « Bah !» s'exclama-t-il en proférant un juron, « ça ne durera pas toujours !» Cela me parut de très mauvais présage, car jusqu'alors les hommes avaient fait leur travail avec zèle, mais à la vue de l'île, les liens de la discipline s'étaient aussitôt relâchés. Pendant tout le temps que dura la manœuvre, Long John, debout près du timonier, gouverna le navire. Il connaissait le chenal comme sa poche, et bien que le sondeur trouvât partout plus de fond qu'il n'en était porté sur la carte, le maître-coq n'hésita pas une seule fois. « Il y a un sérieux nettoyage fait par la marée, » déclara-t-il. « Cette passe a été creusée comme qui dirait à coups de bêche. » Nous mouillâmes à l'endroit même indiqué par la carte, à un tiers de mille environ du rivage de l'île principale, et à la même distance du rivage de l'îlot du Squelette. Le fond était de sable fin. La chute de notre ancre fit s'envoler des nuées d'oiseaux qui se mirent à tournoyer en criant au-dessus des bois. Mais quelques instants plus tard, ils se posèrent de nouveau, et tout redevint silencieux. L'anse se trouvait complètement enfermée par des terres couvertes de grands bois, dont les arbres descendaient jusqu'à la ligne des hautes eaux. Les rives étaient plates. Les collines formaient dans le lointain une sorte d'amphithéâtre. 2 petites rivières, ou plutôt 2 marécages, se déversaient dans l'espèce d'étang où nous avions jeté l'ancre. Sur cette partie de la côte, le feuillage avait un éclat vénéneux. Du navire, on ne pouvait voir ni le fortin, ni sa palissade enfouie au milieu des arbres. Sans la présence de la carte étalée sur le capot, nous aurions pu croire que nous étions les premiers à mouiller dans ce lieu depuis que l'île était sortie des flots. Il n'y avait pas la moindre brise. On n'entendait aucun bruit sauf le grondement du ressac contre les grèves et les rochers à un demi-mille de distance. Une odeur très particulière stagnait dans l'air, une odeur de feuilles détrempées et de troncs d'arbres pourrissants. J'observai que le docteur était en train de renifler comme quelqu'un qui flaire un œuf gâté. « J'ignore s'il y a un trésor ici, déclara-t-il, mais je gagerai ma perruque qu'il y a de la fièvre. »
Si la conduite des hommes avait été inquiétante dans le canot, elle devint franchement menaçante quand ils furent remontés à bord. Ils traînaient çà et là sur le pont en grommelant entre eux. Ils recevaient d'un air furieux l'ordre le plus insignifiant, pour l'exécuter ensuite avec négligence et à contre-cœur. Même les marins honnêtes avaient dû se laisser gagner par la contagion, car il n'y avait pas un seul homme à bord qui valût mieux qu'un autre. De toute évidence, la mutinerie était suspendue au-dessus de nous comme une nuée d'orage. Nous n'étions pas les seuls à percevoir le danger. Long John se dépensait sans compter, allant de groupe en groupe, prodiguant les bons conseils, offrant le meilleur exemple. Il se surpassait en bonne volonté et en gentillesse. Il était tout sourire pour tout le monde. Dès qu'on donnait un ordre, il sautait sur sa béquille et répondait « Bien, commandant !» du ton le plus jovial. Enfin, quand il n'y avait plus rien d'autre à faire, il entonnait une chanson après l'autre, comme pour cacher le mécontentement général. De tous les éléments sinistres de ce sinistre après-midi, l'anxiété manifeste de Long John était ce qu'il y avait de pire. Nous tînmes conseil dans la cabine. « Monsieur, dit le capitaine au châtelain, si je me risque à donner un autre ordre, tout l'équipage va nous tomber dessus immédiatement. Voici comment les choses se présentent. On me répond grossièrement, n'est-ce pas ? Eh bien, si je réplique, ce sera tout de suite la bagarre. Si je me tais, Silver comprendra qu'il y a anguille sous roche et la partie sera perdue. Nous ne pouvons plus compter que sur un seul homme. »« Et qui donc ? demanda le châtelain. »« Silver, monsieur. Il désire autant que vous et moi calmer cette agitation. Nous sommes en présence d'une petite crise. Il y mettrait fin en parlant à ses hommes s'il en avait l'occasion, et je vous propose de la lui fournir. Accordons-leur un après-midi à terre. S'ils partent tous, nous aurons le bateau à nous pour combattre. S'ils restent tous, nous tiendrons la cabine et Dieu défendra le bon droit. Si quelques-uns d'entre eux s'en vont, je vous affirme que Silver les ramènera à bord, doux comme des agneaux. » Il en fut décidé ainsi. On distribua des pistolets chargés à tous les hommes sûrs. Hunter, Joyce et Redruth furent mis au courant. Ils reçurent la nouvelle avec moins d'étonnement et plus de sang-froid que nous nous y attendions. Puis le capitaine monta sur le pont et harangua l'équipage en ces termes. « Garçons, la journée a été rude, et nous sommes tous fatigués et énervés. Une promenade à terre ne fera de mal à personne. Les canots sont encore à l'eau. Tous ceux qui en ont envie peuvent s'embarquer et passer l'après-midi sur l'île. Je ferai tirer un coup de canon une demi-heure avant le coucher du soleil. » Je crois que ces imbéciles s'imaginaient qu'ils allaient trébucher sur le trésor dès qu'ils seraient à terre. En effet, oubliant aussitôt leur mauvaise humeur, ils poussèrent une acclamation qui réveilla les échos d'une colline lointaine et fit à nouveau s'envoler une nuée d'oiseaux criards autour de nous. Le capitaine était trop intelligent pour ne pas laisser la place libre. Il s'éclipsa en un moment, abandonnant à Silver le soin d'organiser l'expédition, en quoi j'estime qu'il fit preuve de la plus grande sagesse. En effet, s'il était resté sur le pont, il n'aurait même pas pu feindre d'ignorer une situation aussi claire que le jour. Silver était capitaine et il avait un équipage fort insubordonné. Les matelots fidèles, j'allais bientôt découvrir qu'il y en avait, devaient être particulièrement stupides, ou plutôt, je suppose que tous les hommes avaient été amenés par l'exemple des meneurs à manifester plus ou moins leur mécontentement, mais que certains étaient de trop braves garçons pour se laisser entraîner plus loin. C'est une chose de se montrer fainéant et poltron, c'en est une autre de s'emparer d'un bateau et d'assassiner des innocents. Finalement, l'expédition fut organisée. 6 hommes devaient rester à bord, les 13 autres, Silver inclus, commencèrent à embarquer. C'est alors que me vint à l'esprit la première de ces idées folles qui contribuèrent tellement à nous sauver la vie. Puisque Silver avait laissé 6 hommes à bord, il était clair que notre groupe ne pouvait s'emparer du navire. Mais puisqu'il n'y avait que 6 mutins, il était également clair que notre groupe pouvait fort bien se passer de moi. Je résolus aussitôt d'aller à terre. En un clin d'œil, je me laissai glisser par-dessus bord et me blottis à l'avant du canot le plus proche qui poussa au large presque au même instant. Personne ne fit attention à moi, sauf le rameur de proue qui me dit « C'est toi, Jim ? Baisse la tête !» Mais Silver, dans l'autre canot, se tourna vivement de notre côté et demanda si c'était bien moi. Dès cet instant, je commençai à regretter ce que j'avais fait. Les 2 équipages rivalisèrent de vitesse pour gagner la grève. Le canot dans lequel je me trouvais, outre qu'il avait un peu d'avance, était plus léger et mieux manœuvré, si bien qu'il distança l'autre de beaucoup. Dès que son avant eut atteint les arbres du rivage, je m'accrochai à une branche, sortis de l'embarcation en me balançant, et m'enfonçai dans le fourré le plus proche, tandis que Silver et les autres étaient encore à 100 yards en arrière. « Jim ! Jim !» appela le maître coq.
Mais vous pouvez imaginer que je ne fis aucune attention à ces cris. Sautant, plongeant, me frayant un passage à travers les fourrés, je courus droit devant moi jusqu'à ce que je fusse à bout de force.